Bonsoir. Vous avez la chance d'être la première génération à voir arriver une nouvelle technologie qui pourrait révolutionner un peu votre façon de vivre, de consommer des loisirs, d'interagir avec vos semblables, justement la VR. Quand notre génération à nous, moi j'ai 50 et quelques années, a vu arriver le web, vous êtes né dedans et vous pourrez peut-être dire, si la technologie prend corps, que vous avez connu le moment où la réalité virtuelle a pris corps. Il faut savoir qu'elle a quand même mis du temps à s'imposer. En 95, 97, comme ça, on y croyait beaucoup à la VR quand elle est arrivée la deuxième fois à l'horizon et malheureusement ça a fait flop. Vous serez peut-être la première génération où la VR va faire bingo. C'est bien parti parce que des grands groupes s'y intéressent et du coup peut-être que ça sera à votre tour de prendre le relais. En 2016, les analystes les plus performants du monde entier prédisaient qu'à Noël, à la fin de l'année, il y aurait un casque VR sous chaque sapin, ce qui a vraiment réjoui tout le monde. Qu'est-ce qui est arrivé le 25 décembre à minuit? Rien. Personne n'avait très peu de gens avaient un casque VR sous le sapin pour plein de questions économiques et on verra tout à l'heure pourquoi ça n'a pas pris. Mais malgré tout, comme vous voyez, là, les perspectives, en l'occurrence par exemple de chiffre d'affaires, de génération en milliards de dollars de chiffre d'affaires, restent optimistes puisque vous voyez, il y a un décollage assez faible et qu'entre aujourd'hui et 2022, on imagine les meilleures prédictions comme ça, enfin les meilleures, les plus conservatrices des sociétés qui prédisent l'avenir en termes de chiffre d'affaires, prévoient, comme vous voyez, un bond en 4 ans, entre aujourd'hui et 2022, de chiffre d'affaires en milliards de dollars générés par la VR et l'AR. Alors justement, peut-être qu'il faut qu'on se pose des questions sur ce qui est un peu du vocabulaire, entre ce qui est la VR, la R et la MR. On parle maintenant de XR, c'est-à-dire qu'à force d'inventer des lettres avant le R, avant la réalité, on se dit, bon, c'est des réalités différentes des nôtres. Alors, d'abord, on parle de réalité augmentée. C'était quelque chose qui existe déjà dans nos vies tous les jours. IKEA en a fait une très belle démonstration avec une jolie application où vous pouvez meubler chez vous, tester des meubles IKEA, changer les couleurs, etc. dans votre environnement. Ça, c'est de la réalité augmentée, c'est-à-dire ce que vous voyez sur votre smartphone, c'est votre réalité augmentée d'une couche d'information 2D ou 3D. Par contre, la réalité virtuelle, elle remplace la réalité. C'est-à-dire qu'une fois que vous éteignez votre casque, vous débranchez le casque de l'ordinateur, l'écran est noir, vous êtes aveugle. En réalité virtuelle, ce qu'on vous projette en relief ou en plat, etc., dépend justement de ce qu'il y a sur votre ordinateur. La réalité mixte est encore un peu plus compliquée, on verra tout à l'heure. C'est-à-dire ça se base sur une reconnaissance automatique de votre environnement en 3D et ça mappe des projections holographiques et ça les rend suffisamment opaques pour que vous ayez l'impression qu'elles existent de l'autre côté dans votre environnement immédiat, dans la rue, dans votre appartement, etc. Ce qui nous apporte à nous poser une dernière question de vocabulaire, c'est le DOF, qui est le Degrees of Freedom, c'est les degrés de liberté de déplacement de la tête. En l'occurrence, vous verrez, c'est une des façons de classifier la qualité de l'immersion de la réalité virtuelle. Certains casques ne permettent que de rester statique, c'est-à-dire en gros assis par exemple ou debout, et de tourner la tête en roll, en tilt ou en panne, et d'autres vous permettent de vous déplacer littéralement dans votre univers. Donc je vous propose de faire un petit tour des différents supports qui existent aujourd'hui ou qui sont sur le point d'exister, et puis ensuite on se penchera sur les contenus. En dernière partie, on verra les enjeux rapidement, et puis aussi les métiers qui vous attendent et que vous pourriez être amené à exercer si vous continuez dans cette direction. Les supports, comme vous voyez, on pourrait les classifier par les différents niveaux d'immersion. C'est souvent aussi des différents niveaux de coûts, évidemment. Vous verrez tout ça. C'est bientôt Noël, donc c'est le moment de sortir votre liste au Père Noël. On verra, il y a des jolis gadgets qui sont profilés déjà pour la fin de l'année.
Vous voyez, on va voir, on part de qualité d'immersion un peu basique sur smartphone, et on y va carrément dans du mobile et dans de l'interactif sur des casques dédiés. Dans un premier niveau d'interaction minimale, et pour ce qui existe pour l'instant, on verra tout à l'heure, YouTube, par exemple, propose un catalogue de vidéos en VR. Et les interactions sur votre PC sont un peu minimalistes. On va voir maintenant un exemple. Juste, c'est en direct, c'est sur un Mac là-haut en régie. On peut juste montrer à quoi correspond le décor. C'est un film qui s'appelle Invasion. C'est un court-métrage en VR qui a reçu pas mal de prix. On peut démarrer l'action. Donc là, c'est sur YouTube. C'est en direct, c'est maintenant. Vous voyez qu'en régie, il manipule juste avec sa souris, il fait du drag and drop, et on voit le petit lapin arriver, mais il peut choisir de regarder derrière, devant. En l'occurrence, on se laisse guider par le regard du lapin, et on peut piloter évidemment la vue comme on veut. Le problème, comme vous voyez, ça correspond à un drag and drop sur un trackpad, et du coup, c'est un petit peu malaisé de naviguer comme ça. Vous imaginez qu'avec des lunettes, vous seriez complètement immergé dans cet univers et vous verriez arriver le vaisseau spatial sur vous et vous prendriez part à l'action qui se déroule devant vous. Voilà, je vous laisse découvrir la suite du film plus tard. On va revenir au slideshow. Donc, Invasion sur YouTube. La première partie, c'est ce que vous venez de voir un petit peu, c'est-à-dire la première génération comme ça de réalité virtuelle qui est d'ores et déjà accessible sur votre smartphone, c'est ce qu'on appelle le Magic Window, c'est-à-dire que vous baladez votre smartphone quand vous avez activé un médium, un film VR sur votre YouTube par exemple ou sur Facebook, et vous voyez devant vous un bout de la réalité virtuelle. Le problème, c'est que votre champ de vision est entouré d'énormément d'autres choses qui polluent justement votre immersion. Catalogue VR sur YouTube, sur PC, il est déjà assez fourni. Il y a des films même en 4K, en 8K, en 6K qui existent et qui vous permettent de vous immerger dans des univers soit réalistes, des films, documentaires, soit des univers calculés en temps réel. Sur le mobile, vous voyez, ça c'est par exemple des screenshots que j'ai fait d'une des applications disponibles sur mobile qui vous explique basiquement en quoi consiste la navigation de la VR. Il y a quelque chose qui ressemble à de la réalité augmentée en VR aussi. On peut attaquer maintenant justement alors en gradant du plus simple au plus compliqué les différents systèmes qui vous permettent d'augmenter quand même la qualité d'immersion. Vous avez vu que vous pouvez voir votre mobile en Magic Window. Vous pouvez aussi le glisser dans ces lunettes en ce qu'on appelle le Google Cardboard. C'est en carton, ça coûte 5 francs. Il y a 2 loupes en plastique de mauvaise qualité. L'avantage quand même, c'est que chacun de vos yeux reçoit une image différente et vous pouvez commencer en tenant à la main comme ça votre casque à vous immerger dans des films de nouveau YouTube, Facebook et d'autres applications VR qui sont disponibles sur le Play Store ou sur l'App Store. Le deuxième niveau d'immersion, c'est de cliquer votre téléphone dans par exemple le Samsung Gear. Un Samsung Gear est à gagner, j'ai vu ce soir au tirage au sort. Donc basiquement, c'est de cliquer votre Samsung dans un Gear. Le Gear lui-même est équipé de senseurs qui vous permettent d'avoir une qualité d'immersion meilleure parce qu'il devine à l'avance les mouvements de tête que vous allez faire et du coup il génère les images en avance, donc vous avez très peu de temps de latence entre le mouvement de votre tête et ce que vous voyez dans votre casque. Le premier casque autonome statique mais toujours en 3D OF, c'était l'Oculus Rift d'abord et l'Oculus Go actuellement qui est développé par Facebook qui a quand même injecté 2 milliards de dollars il y a quelques années pour justement acheter Oculus et développer des contenus en VR. L'Oculus Rift, c'était le premier qui était sorti, qui permet justement 6 degrés de liberté, c'est-à-dire de vous déplacer quand même un petit peu, même s'il est limité, c'est-à-dire c'est environ un mètre cube autour de votre chaise d'ordinateur ou debout devant votre ordinateur. Il y a beaucoup de jeux très intéressants qui sont sortis sur Oculus, même si le déplacement est un peu limité.
Il y a évidemment Sony qui s'est attaqué au système avec son PSVR, qui a l'avantage de se brancher à des consoles que vous avez déjà tous dans votre salon pour un coût moindre. Par contre, la définition est moindre aussi. Donc, c'est moins cher, mais c'est ce que beaucoup de gens utilisent pour appréhender la VR chez eux dans leur salon à l'heure actuelle. Les manettes, vous voyez, sont un petit peu vintage. Elles vont bientôt changer. Les manettes sont les choses les plus anciennes dans ce dispositif que Sony propose. Et puis enfin, alors ça c'est à mettre sur votre lettre au Père Noël, c'est le HTC Vive, la version Pro, avec les écouteurs, vous voyez, et les niveaux d'immersion qui sont de grande qualité, parce que vous pouvez vraiment marcher dans une pièce d'environ 4 mètres sur 4. Donc vous voyez, si on voulait résumer en gros en famille un peu ce qu'on vient de voir, il y a la VR statique, autonome, et puis la VR mobile qui nécessite un branchement à un PC. Évidemment, les câbles ont la durée, enfin la longueur suffisante pour vous permettre de vous déplacer, mais il y a toujours un fil à la patte qui est un peu ennuyeux, même si certains PC maintenant sont embarqués dans les sacs à dos, dans les arcades VR que vous voyez peut-être popper un peu partout, y compris à Genève. Dans l'avenir immédiat, c'est les casques avec plus de définition, 4K ou 8K, donc ça veut dire que vous avez 2K par œil, donc la HD sur chaque œil, ou bien même en 8K, ça existe déjà, hein, c'est juste des casques un peu plus chers et un peu moins largement diffusés. Et puis il y a le fameux Magic Leap. Magic Leap, c'est un casque incroyable. Pour l'instant, il est dans une version à $3000 quand même. Il doit être ajusté à vos yeux parce que c'est un spécialiste de Magic Leap qui vient vous configurer le casque pour qu'il s'adapte à votre vision parfaitement. C'est un casque qui mélange des contenus dont on parlait tout à l'heure de réalité mixte, c'est-à-dire des contenus calculés en temps réel en fonction de l'environnement et de la 3D qu'il reconnaît devant lui. Beaucoup ont cru à une arnaque. Il y a beaucoup de milliards qui ont été investis dans cette société. Il y a 2 ans, plus personne ne donnait cher de cette société et maintenant, elle vient de signer des gros partenariats avec Disney, avec d'autres, pour développer des attractions et beaucoup d'edutainment aussi, des applications d'apprentissage assistées par ordinateur. Le PC, brièvement, la configuration nécessaire pour la réalité virtuelle, c'est une configuration un petit peu gourmande. Comme vous voyez, les cartes, d'abord il faut un casque évidemment, puis ensuite il faut un PC à 1500, 2000 francs quand même, qui est une carte graphique conseillée à une 1070, idéale pour l'instant à 1080. Vous avez des testeurs de compatibilité de votre PC sur ordinateur, sur Internet, je veux dire par exemple sur le site Steam, qui vous permet de savoir si votre PC est compatible avec la VR. Les catalogues VR sont de plus en plus nombreux, c'est aussi ça qui nous fait penser qu'elle va enfin s'installer dans votre environnement quotidien. Steam étant la plateforme privilégiée, mais Steam donc, travaille avec Oculus, etc., mais aussi avec HTC, donc le Vive que vous avez vu, le casque bleu. Vive fait de son côté aussi un hub de téléchargement d'applications, etc. Puis vous avez toutes les autres applications que vous pouvez télécharger, les jeux que vous pouvez télécharger directement dans les casques. On passe brièvement par le fait que pour l'instant l'immersion passe par le confort et que l'illusion n'est que meilleure si le confort est maximal. Le confort, il doit être physiologique, c'est-à-dire le poids du casque doit être réduit. À l'heure actuelle, le poids du casque est encore un petit peu rédhibitoire, c'est-à-dire au-delà de 20 minutes, une demi-heure, l'expérience peut s'avérer un petit peu pénible parce que aussi la température de l'écran qui touche vos yeux va vous chauffer un petit peu le crâne. Il n'y a aucun danger normalement d'irradiation, mais en tout cas la température monte. Le confort visuel implique quand même 90 images par seconde par œil, donc ça fait quand même 180 images par seconde différentes à calculer pour que votre confort oculaire soit parfait et que votre cerveau ait l'impression que ce que vous voyez est la réalité. Sinon, vous avez un décalage entre la projection et vos mouvements, et votre cerveau en déduit que vous avez absorbé des substances psychotropes et provoque des effets de vomissement, ou en tout cas de malaise.
Confort auditif, évidemment, il est très important, d'autant plus que le regard est dirigé partiellement aussi par l'ouïe, et que si vous entendez quelque chose en haut à droite, vos yeux iront se tourner en haut à droite. Il ne faut pas oublier qu'en VR, vous êtes susceptible de regarder à tout moment derrière vous, en haut, en bas, et que du coup, vu que vous savez en général pas où regarder, vous regardez simplement devant vous. Pour l'instant, on voit beaucoup de gens qui sont statiques, même avec des casques qui leur proposent de marcher. Ils sont statiques, ils restent en place. On leur dit mais marchez, marchez, mais ils restent en place parce que on n'a pas encore l'habitude du médium, et aussi parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à regarder autour de soi. Souvent, l'intérêt est devant. Et un confort évidemment sensoriel au sens large, c'est-à-dire ne pas faire seulement croire au cerveau qu'il voit quelque chose d'autre, mais aussi qu'il sent quelque chose et que vous touchez quelque chose. Si par exemple je réplique ce bureau en 3D dans mon casque et que ma main le touche, exactement à l'endroit où le bureau 3D est dans mon casque, j'aurai vraiment l'impression rassurante d'avoir des objets auxquels je peux m'appuyer et des objets qui existent en virtuel, mais aussi exactement au même endroit en réel. C'est pour ça aussi que, par exemple, le baby-foot, on a dû ajuster les poignets avec vos mains et le terrain que vous voyez avec vos yeux et votre corps pour que vous soyez extrêmement confortable et immédiatement à l'aise quand vous mettez les lunettes et que vous commencez une partie de baby-foot. Il ne faut pas que vous vous posiez des questions d'ajustement par rapport à ce que vous voyez. Les enjeux actuellement de la VR, ils sont économiques, c'est-à-dire il faut que les prix descendent. Pour l'instant, les casques en moyenne sont à 300 à 400 francs quand même et nécessitent justement l'investissement dans un ordinateur assez puissant. L'accessibilité, c'est-à-dire qu'il faut que le contenu soit accessible et le contenu soit de qualité. Pour l'instant, il y a pas mal de jeux, mais il y a très peu de jeux intéressants. Vous entendez petit à petit parler maintenant il y a des comparatifs chaque semaine, comme ça il y a des blogs ou des youtubeurs qui commencent à parler des jeux VR les plus intéressants de la semaine. On voit arriver ces derniers mois des jeux super intéressants en VR. Des jeux comme par exemple Red Dead Redemption 2 ne sont pas envisageables en VR à cause de la cadence de projection que ça nécessiterait, les 90 images secondes. Donc, pour l'instant, par exemple, Red Dead Redemption n'est pas compatible avec la VR. Le catalogue de jeux qui doit justement s'étoffer. Les impératifs artistiques, justement, doivent, si vous voulez jongler, c'est ce qu'on a dû faire en baby-foot, par exemple, jongler entre la réactivité du jeu et sa beauté, ou disons sa qualité d'immersion, ou la richesse des décors et des textures, etc. C'est ce qu'on appelle justement de faire un compromis entre les performances de la carte graphique de l'ordinateur et puis votre confort esthétique, votre satisfaction visuelle, etc., auditive. Donc ça implique de nouveau de calculer 90 images par seconde et par œil de façon non saccadée pour que vous soyez parfaitement à l'aise et immergé. Évidemment, il se pose des questions de pertinence, c'est-à-dire que la VR doit encore trouver son langage. Comme vous savez, la VR, c'est pas un film, c'est pas non plus une pièce de théâtre, et pourtant ça ressemble, c'est-à-dire que vous êtes capable, vous êtes susceptible de vous retourner à tout bout de champ et regarder à votre droite, à votre gauche, même si l'intérêt est plutôt devant vous au théâtre, ou ici d'ailleurs, vous pourriez vous retourner vers la régie et regarder ce qu'il fait, mais c'est vrai que l'intérêt est souvent devant vous. Donc, la pertinence de la VR n'est pas toujours évidente, c'est-à-dire que les récits devraient tenir compte du fait que vous pouvez regarder autour de vous, ou alors aménager des moments où vous pouvez regarder autour de vous et d'autres où la VR n'est pas pertinente et que vous êtes censé regarder droit devant vous. Et enfin, il faut encore une killer app, c'est-à-dire une application qui force tout le monde à télécharger de la VR, ou en tout cas à s'équiper en VR pour voir une application incroyable qui n'est réservée qu'à la VR. Pour l'instant, la killer app, elle se cherche un petit peu. Ça viendra peut-être du jeu, ça viendra peut-être de l'artistique, ça viendra peut-être de l'information ou bien de l'éducationnel, on ne sait pas encore. Mais il n'y a pas encore une application dont tout le monde parle, genre Fortnite par exemple, qui ne serait accessible qu'en VR et qui forcerait les gens à s'équiper de VR. Et pour finir, voilà les métiers qui vous attendent dans le domaine. Évidemment, c'est les métiers du jeu vidéo, que ce soit les développeurs, les animateurs ou bien les modélisateurs d'assets, de décors, d'objets, d'accessoires, etc. en 3D.
Et évidemment aussi les spécialistes d'éclairage virtuel, j'en parle puisque je viens du cinéma où je m'occupe justement des éclairages. On a encore toute une panoplie d'outils à développer pour que les outils virtuels ressemblent aux outils réels. Donc, il y a aussi, en termes de métier, les réalisateurs en 360 qui commencent à exercer leur métier, qui sont par exemple des pilotes de drones, mais aussi justement des gens qui font des films à la demande pour des grandes marques de luxe, ou bien des chaînes d'hôtels et des choses comme ça qui permettent de visiter des endroits en VR. Vous avez tous vu des photos 360 sur Google Maps, mais il y a aussi des vidéos 360 sur des sites dédiés. Il y a évidemment des émissions entières qui se font maintenant en VR. Hein. Je pense en particulier aux matchs de baseball, par exemple aux États-Unis, où les caméras VR commencent à diffuser du contenu 4K en broadcast live. Producteurs de contenu VR, on nous demande de plus en plus de produire du contenu, ce qui équivaut évidemment au business plutôt d'une production de type film. Des scénaristes, évidemment, qui ont la capacité de travailler en arborescence, c'est-à-dire en interactivité. Quel est le type d'interactivité qui est possible avec chacun des personnages à tel moment, mais aussi les embranchements du récit. C'est ce qu'on appelle des récits arborescents, c'est-à-dire si vous choisissez d'ouvrir la porte à droite de la grande pyramide, il va vous arriver ceci, cela. Et si vous aviez ouvert la porte à gauche, où est-ce que le grand récit aurait converger à nouveau? Est-ce que c'est dans la minute suivante? Est-ce que les quarts d'heure suivants? Qu'est-ce que vous auriez appris ici et là? Et tout ça, c'est du domaine du jeu vidéo. Et en VR, c'est encore plus complexe puisque vous avez tout un univers à parcourir en liberté totale. Les fictions arborescentes et les documentaires. Pour terminer, les formations disponibles en Suisse romande et à Genève sont assez riches. Il y a 2 écoles particulièrement. La SAE qui est très connue, qui est à Carouge, que vous connaissez sans doute en tout cas de réputation, et qui forme au métier du jeu vidéo. Et puis une école très modestement appelée les Maîtres du Monde, qui est à Nyon, qui est toute nouvelle et qui a l'avantage aussi de commencer là-dedans, c'est-à-dire d'avoir tout de suite des réflexes orientés monde virtuel. Voilà, par exemple, ce que la SAE propose en formation. Vous voyez, c'est ce dont on parlait, c'est-à-dire du game art ou du développement. Il y a beaucoup de développement, en fait, derrière le Coliseum Soccer, là, le baby-foot que vous verrez tout à l'heure. Il y a énormément de lignes de code là derrière. Il n'y a pas seulement le graphisme que vous voyez. Il y a énormément de code. Donc, c'est pour ça que les développeurs, etc., c'est beaucoup moins sexy, évidemment, que ceux qui fabriquent des objets en 3D. Les développeurs sont très demandés, sont très, très, très recherchés et sont mieux payés souvent, si jamais. Voilà, et puis là, c'est le site web des Maîtres du Monde, enfin la page Facebook. Leur site web est moins d'actualité, donc je vous propose d'aller voir les deux sites, celui de la SAE et celui des Maîtres du Monde, pour être informés sur leur cursus. Je vous conseille vraiment de vous intéresser à ces métiers, c'est vraiment passionnant. Voilà, on verra les questions que vous avez ensuite, mais en tout cas, je vous souhaite beaucoup de plaisir dans les mondes virtuels. Merci.